Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur la chaîne pour un nouvel update. Il s'agit de l'update numéro 5 qui va regrouper mes lectures qui vont donc du 10 au 20 mars. Alors, ça va un petit peu plus tôt parce que, comme je vous l'avais dit dans mon précédent update et dans mon bilan du mois de février, j'ai commencé sur fin février une série qui s'appelle Wyborn et Griffin dont je vais vous reparler. Donc voilà, je l'ai commencé en février et je l'ai fini après le 10 mars. Du coup, je vous en parle maintenant, donc c'est parti tout de suite pour mon update numéro 5. Alors, contrairement à la dernière fois, j'ai préparé mon update, donc là j'ai enfin la liste des bouquins dont je dois vous parler. Il y a donc une série, 1, 2, 3, 4 romans, 5 pardon, que j'ai lu ensuite, donc je ne sais pas du tout combien de temps va durer cet update, mais il risque d'être un petit peu plus compliqué. La première lecture dont je dois vous parler, il s'agit de la série complète des Wyborn et Griffon en français, Wyborn et Griffin, de Jordan L. Hawke. La série, il y a 2 tomes et demi parce qu'il y a beaucoup de demi-tomes qui sont sortis chez Rainbow en français. Je vous mettrai les couvertures rapidement des bouquins chez Rainbow, je vous mettrai les liens. La série originale est en auto-publication, donc là vous avez les couvertures de toutes les séries, toute la série originale. J'ai découvert ce roman un petit peu par hasard, ça faisait un moment que j'en entendais parler et je me suis dit bah tiens on va tenter, pourquoi pas. Si vous avez lu Le charme des magpies de Keith Charles, c'est ça, ou le journal de Simon Faximal, c'est un peu le même genre, dans le sens où nous sommes sur de la romance, du fantastique qui se passe à la fin du 19e siècle, pardon. Donc on est vraiment dans cet univers-là que j'aime beaucoup, qui m'avait déjà beaucoup plu dans Le charme des magpies, et des magpies d'ailleurs, et que j'ai retrouvé ici avec grand plaisir. On va suivre l'histoire de Percival Endicott Wyborn, qui est un philologue qui travaille dans le musée, je sais même plus le nom le Ladysmith, pardon, dans la petite ville de Contresens dans la version originale, enfin dans la version française, et Widershins, ou Widershins d'ailleurs, je sais pas comment on dit, dans la version anglaise. Je trouve pas mal en fait qu'ils aient traduit le nom de la ville parce qu'il y a vraiment un sens derrière ce nom, et d'ailleurs Widershins, j'ai pas du tout cherché mais ça doit avoir une signification en anglais. Bref, il travaille dans cette ville où il est né, il est le fils de, je sais plus son petit prénom, au papa de Percival, de Wyborn, donc il s'appelle Wyborn et qui est un des magnats des chemins de fer. Donc c'est une famille très riche et très puissante, il a un frère et une sœur. Percival a toujours été un petit peu mis de côté par son père parce qu'il ne correspondait pas du tout aux critères, aux standards de son père. Il est très proche de sa mère qui a failli mourir en le mettant au monde, lui et sa sœur jumelle d'ailleurs qui n'a pas survécu à la naissance, et il a toujours été un petit peu faible, un petit peu chétif, un petit peu malade dans son enfance, et différent bien entendu de son frère. Au début du premier roman, Wyborn va faire la connaissance de Griffon Flaherty, qui est un détective privé qui va venir enquêter sur la mort du fils d'un des donateurs du musée. Griffin va... alors je suis désolée, je l'appelle Griffin tout simplement parce qu'en anglais il s'appelle Griffin et qu'en français ils nous l'ont traduit Griffon. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ils auraient très bien pu laisser Griffin, ça n'aurait pas changé grand chose. Donc désolée pour ceux qui ont lu en français ou vous avez l'habitude de l'entendre, enfin de le suivre sous le nom de Griffon, mais pour moi c'est Griffin. Donc Griffin va se sentir attiré par... non, c'est l'inverse. Wyborn va se sentir attiré par Griffin. Bien entendu, à l'époque, l'homosexualité était illégale, donc il est hors de question pour lui de céder à ses penchants. Wyborn est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, dans le sens où il s'est toujours senti pas accepté par son père, rejeté par beaucoup de monde. Il est le souffre-douleur d'un peu tout le monde, d'un de ses collègues au musée. Au niveau ami, il n'a que Christine Putman, qui est une archéologue, qui a découvert la tombe d'un pharaon un peu adepte de magie noire qui s'appelle Nefrenka. Et au début du tome 1, elle revient de son expédition où elle a ramené la tombe, le sarcophage de Nefrenka, la momie, enfin tout ça. Au fil
des 9 tomes, il va se passer tout un tas de choses vraiment géniales. J'ai adoré cette série, j'ai beaucoup aimé. Il y a le côté fantastique que j'adore, avec des pouvoirs, avec des créatures sorties de l'ailleurs, enfin il y a vraiment plein de choses. J'ai beaucoup aimé la relation entre Wyborn et Christine parce qu'elle est très brute de décoffrage, c'est une femme forte et à l'époque c'est vrai que c'était pas forcément dans les convenances, tout le monde lui demande pourquoi elle se marie pas, enfin elle est vraiment chouette comme personnage et bien entendu j'ai adoré la relation entre Wyborn et Griffin. J'ai beaucoup aimé leur relation, elle est juste merveilleuse, je vous ai mis plein de citations parce que j'adore leur couple. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils doivent se cacher, donc très vite en fait, Wyborn va aménager chez Griffin en prétextant être son locataire. Et les deux hommes doivent cacher leur relation, il n'y a pas grand monde qui est au courant bien entendu. Et j'adore ce contraste entre l'apparence qu'ils doivent donner aux autres, la réserve qu'ils ont l'un envers l'autre, le vouvoiement qu'ils se donnent en français. Et l'intimité qu'ils partagent, le fait de se tutoyer, le fait d'être très cru l'un envers l'autre, d'être très fort là, enfin c'est vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé ce contraste là et c'est quelque chose qui m'a rendu la relation entre Wyborn et Griffon encore plus forte que si ça s'était passé de nos jours. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. J'avais déjà lu un bouquin de Jordan L. Hawke sur c'était la série Spectre, je sais plus le nom en français. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé, ou alors c'est Spectre en français, bref. Et là j'ai vraiment adoré. Le fait d'avoir enchaîné les 9 tomes, c'était juste super jouissif. Le tome 10 doit sortir, les 8 tomes pardon, il n'y en a que 8. Le tome 9 doit sortir là sous peu. J'ai contacté l'auteur sur Facebook, elle m'a dit qu'elle prévoyait d'en écrire 11, donc moi je suis juste super contente. Le tome 4,5 est un spin-off d'ailleurs entre cette série-là et la série Simon Preximal de... Preximal, pardon, de Kitsch Charles, que je n'ai pas encore lu, mais que je dois lire. Enfin, c'est pas une série d'ailleurs, c'est un livre et MXM Bookmark a sorti la totale en un seul tome. On m'a vraiment conseillé de la lire parce que apparemment c'est très bien. J'avoue que j'ai moins accroché dans le spin-off à ce couple-là, qui m'a plus fait penser d'ailleurs au couple des McPhee. Ce que j'aime beaucoup en fait dans le couple de de Wyborn et Griffin, c'est qu'en fait il n'y en a pas un qui est beaucoup plus fort que l'autre. On a l'impression que Griffin est plus fort, plus viril, que Wyborn est plus en retrait, alors que pas du tout. Griffin a vraiment ses failles, ses noirceurs, ses peurs. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ces deux personnages. Je pourrais pas vous dire lequel j'ai préféré entre les deux parce que les deux m'ont beaucoup apporté et les deux évoluent énormément. J'ai plus de voix. Énormément tout au long de la série. Et c'est vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé cette évolution-là. J'ai adoré, ça reste une de mes séries préférées. Et donc sans surprise pour la série complète, c'est 5 étoiles. J'aurais pu continuer pendant des heures de vous parler de Wyborn et Griffin, tellement j'ai aimé cette série. Je suis un peu déçue de ne pas les avoir lues plus vite. J'avais plein de choses à faire qui faisaient que je n'avais pas forcément le temps de lire autant que je l'aurais voulu. Donc j'ai mis une semaine pour lire 8 tomes. C'est pas non plus un peu plus d'une semaine, 10 jours on va dire pour lire 8 tomes. Donc c'est pas non plus très long. Mais voilà, j'avais l'impression que j'aurais pu y passer... des jours et des jours et ne faire que ça si j'avais pu, mais j'ai dû travailler, j'avais plein de choses à faire pour la danse, enfin, c'était pas la semaine la plus facile pour moi pour bouquiner. J'ai ensuite eu la chance d'être sélectionnée par Sloan Kennedy sur sa page Facebook pour recevoir une version ARC, donc c'est une Advanced Reader Copy, donc c'est un peu une épreuve non corrigée, de Finding Hope, qui est le 5e tome de sa série Finding. Le premier tome, Trouver un foyer, a été traduit chez Juno, je vous en ai parlé il y a quelques temps, je l'avais beaucoup aimé. Comme Trouver un foyer, Finding Hope, c'est un MMM. Je vous ai déjà parlé 15 fois des MMM de Sloan Kennedy, c'est le premier auteur où j'ai lu des MMM, je les aime beaucoup. Et Finding Hope ne fait pas exception à la règle. On va retrouver Beck, qui est donc le fils de Cade et de Raph. Raph qui est un des frères Barretti, vous remettez, et Beck qui est le meilleur ami, qui est le meilleur ami de Brennan ou de Tristan, je sais plus lequel, de Tristan, qui est un très bon ami de Tristan qu'on a vu dans le tome 5 de la série The Protectors. Tristan qui est lui-même le fils de Dom et Logan. De Logan Need, le tome 3 de la série Escort. Vous suivez? Moi non plus. Alors je vous mettrai en lien, je vous mettrai là
un super graphique qu'a fait l'auteur et je vous le mettrai aussi en barre d'infos, enfin sur le blog, sur Facebook, enfin bref. Il est vraiment très très pratique et j'avoue qu'à chaque fois que je lis un roman de Sloane Kennedy, j'ai ce graphique là sous les yeux, ouvert en grand sur mon ordinateur parce que sinon je ne m'en sors pas du tout. Voilà, je ne sais plus qui est qui et j'oublie un petit peu qui est qui. J'aime beaucoup la série Finding. J'ai commencé Sloane Kennedy avec la série The Protectors et je crois que la série Finding est une de mes préférées, avec peut-être la série Barretti, mais j'en ai lu qu'un, donc j'attends de voir un petit peu. Parce que contrairement à Finding, on n'a pas d'énormes différences d'âge comme on peut avoir. Contrairement à The Protectors, pardon, on n'a pas. Donc contrairement aux Protectors, on n'a pas d'énormes différences d'âge comme on peut avoir dans cette série-là. Là, on a du coup Beck, Quinn et Brody. Quinn qui est. C'est qui Quinn? Quinn travaille dans le ranch de. C'est ça. Quinn travaille dans le ranch de... je ne sais plus comment s'appellent les personnages de Finding le premier. J'ai pas mon cahier là donc je pourrais pas vous dire. De trouver un foyer, enfin bon bref, il travaille pour Callan. Ouais, je crois que c'est Callan qui s'appelle. Et Beck va du coup partir au vert dans le foyer de Jax et je sais plus le nom de son copain, qui sont donc les personnages du tome 2 de la série Finding. Donc c'était le vétérinaire, je sais plus comment il s'appelle, et Jax qui est un ancien militaire, qui est un ami de Cade, qui est donc le père adoptif de Beck. Jusque-là on arrive à suivre. Il va partir donc au vert au Texas pour travailler dans le ranch de Callan et il va se retrouver à faire équipe avec Quinn, donc qui est le contremaître. Sauf que quelques nuits avant d'arriver dans la petite ville que je ne sais plus comment elle s'appelle, Beck va aller dans un bar gay et va passer une nuit, va avoir une relation extra torride avec Quinn et Declan sans savoir qui est qui. Manque de bol pour lui, quand il arrive au ranch, il tombe sur Quinn et il tombe aussi sur Declan qui est un ambulancier qui travaille toujours dans cette petite ville dont j'ai mangé le nom. Et les trois hommes vont se retrouver. Beck est très 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 fragile. On sait qu'il lui est arrivé quelque chose mais on ne sait pas quoi. On sait aussi qu'il a fait une tentative de suicide et que c'est son père Cade qui l'a retrouvé. Voilà, on sent que Beck est très fragile mais on ne sait pas pourquoi. On va l'apprendre et je crois que je n'ai jamais autant souffert dans un Sloane Kennedy que dans la scène où on va apprendre ce qui est arrivé à Beck. Elle n'épargne pas ses personnages, en général les jeunes ont beaucoup morflé, ça avait été le cas avec Ellie, ça avait été le cas avec Memphis, ou non pas Memphis, du coup Dante. Enfin, il y en a beaucoup qui en ont chié, mais Beck c'est le pompon. Voilà, vraiment Beck en a énormément chié. Et c'était très dur, j'ai pleuré en lisant ce qui est arrivé à Beck. Et j'ai adoré la relation entre ces trois hommes parce qu'une fois de plus, on est sur un vrai trio avec trois hommes qui s'aiment les uns les autres et qui n'envisagent pas leur relation autrement qu'à trois. Et j'ai juste adoré tout simplement ce roman et vraiment, à mon sens, pour l'instant, c'est un de mes préférés. Et donc pour Fanny Hop, ce sera 5 étoiles. J'ai ensuite lu Cœur meurtri de Gareth Lee chez Juno Publishing que j'avais en SP depuis un moment. Alors Gareth Lee, j'avais déjà lu d'elle What Remains l'été dernier, que j'avais beaucoup aimé mais que j'avais trouvé qu'elle n'allait pas assez en profondeur. Et je pense que c'est un petit peu la même chose qui s'est passé avec Cœur meurtri. C'est l'histoire de Seb et de Dex. Seb qui travaille dans une petite ville côtière des Cornouailles, il a la pâtisserie, enfin la confiserie de sa famille où il fait des fudges où ils font des fudges depuis des générations, et il va rencontrer Dex qui est un jeune gitan. Alors, c'est cette communauté, vous avez vu le film Snatch? Alors moi je l'ai pas vu, mais si vous avez vu Snatch, ben, c'est la communauté de... Vous vous rappelez Brad Pitt avec l'histoire de la caravane et sa mère? C'est pareil, Dex vient de cette communauté là. Ça s'appelle les Travelers en Irlande, et d'ailleurs c'est peut-être pas en Angleterre qu'ils sont, si c'est en Angleterre. Et donc voilà, il fait partie de la communauté des Travelers. Seb va se sentir intrigué par ce jeune homme qui ressemble à rien, qui est affamé, qui est famélique même. Et petit à petit, il va gagner sa confiance pour finir par passer une nuit avec elle, nuit après laquelle Dex va disparaître. On reprend le roman quelques mois plus tard et on retrouve Dex cette fois-ci
dans son camp où on se rend compte que son oncle le prostitue, l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et suite à la mise à mort d'un homme, Dex va s'enfuir et va se retrouver à Londres. Il va refaire sa vie petit à petit et quelques mois plus tard va tomber sur Seb de nouveau. Je vous en dis pas plus pour le résumer, si ce n'est que c'est une histoire assez dure. J'ai trouvé très dur ce qui est arrivé à Dex, mais une fois de plus, on reste assez en surface. Je pense qu'il aurait pu avoir encore plus de tomes, même si c'était déjà assez dur comme ça. Je sais que beaucoup ne l'ont pas trouvé génial. Moi j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé assez bizarre quand j'ai fini ma lecture. Je me rappelle que je me suis dit j'aime pas, je sais pas trop. Si au final je l'ai bien aimé et plus j'en reparle et plus je trouve que oui il est bien. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, c'est vraiment une plume que j'apprécie et c'était très très chouette de découvrir cet univers, de découvrir ce personnage à fleur de peau, à fleur de tout, à fleur de nerfs, à vif, qui est Dex. La façon dont Seb va l'aider, va l'aimer, va lui le sortir de là, c'était juste superbe. Et voilà, j'ai vraiment adoré la relation entre les deux et la façon dont Dex va changer, tout simplement. Changer de vie, changer d'univers au fil des pages. Et donc, j'ai pas noté, mais je crois que je lui ai mis 4 étoiles. C'était à mon tour de choisir le thème de la lecture commune de la semaine et donc j'ai choisi une romance, mais une vraie romance style Harlequin. Et j'ai décidé de lire en même temps que Tally, The Worst Best Man de M.J. Oshii. Alors, moi j'ai bien aimé, mais en ayant reparlé avec Tally, qui a détesté, effectivement il y a plein d'incohérences. The Best Worst Man, c'est l'histoire de Angus, qui est un jeune américain, Auguste O'Leary, qui travaille dans une société d'événementiel qui est super huppée à Londres et qui va se retrouver à devoir organiser le mariage de Libby et Edward, qui sont des jeunes issus de la société, la haute société anglaise. Et Edward travaillant beaucoup, Libby va venir accompagnée de son meilleur ami, Christopher, qui n'est autre que l'ex-amour, l'amour de la vie, de sa vie de Auguste. Ils se sont rencontrés à la fac. Auguste ne savait pas vraiment qui était Christopher, dans le sens où il se doutait bien qu'il avait du fric, mais peut-être pas autant. Ils ont vécu une histoire très forte pendant 3 ans et du jour au lendemain, Christopher a cédé à ses parents et a rompu avec Auguste alors qu'ils étaient fiancés et l'a quitté pour convenir à ses parents. On retrouve 6 ans plus tard, 8 ans plus tard. Je sais pas trop quand, je crois que c'est 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, c'est ça. On retrouve les deux jeunes hommes alors qu'ils se retrouvent par hasard dans le salon dans le bureau de Auguste qui doit s'occuper du mariage de Libby. Christopher n'a jamais oublié Auguste comme Auguste n'a jamais oublié Christopher et les deux hommes vont se tourner autour pendant longtemps. Alors, c'est vrai que on n'a pas vraiment d'explication sur ce qui s'est passé, mais moi ça m'a pas manqué parce que au final il le sait, Auguste sait très bien pourquoi Christopher a rompu avec lui. Même s'il est très blessé, il lui pardonne assez facilement. Et il va y avoir un rebondissement dans leur couple totalement improbable parce que on se dit mais attends, juste pour ça, effectivement. Et bref, ça finit bien, c'est du DSP, du Dream Spun Desires, donc ça finit bien. C'est vrai que j'ai trouvé Auguste un peu facile, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, je sais à quoi m'attendre, je sais que ça va être mignon, je sais que ça va être tout romantique. Voilà, le fait que Christopher va poursuivre comme ça pendant des mois, moi je trouve ça chouette. C'est peut-être pas le roman du siècle, mais moi j'ai bien aimé. C'était pas le premier roman que je lisais de M.J. Oshii. J'ai lu The Millionaire Upstairs, qui était celui-là, qui est déjà sorti en français, qui était l'histoire de Sacha. Oui c'est ça, Sacha et Harrison, qui est donc un designer et un créateur de mode, et Sacha qui est l'assistante de sa sœur. Il était pas mal. Et l'autre aussi, c'est celui-là. Ah ouais, je l'avais adoré. C'était Marriage of Inconvenience, qui était donc l'histoire de Kerry qui travaillait pour une agence de relations publiques et qui allait devoir se faire passer pour le petit ami de Jerry Knox, qui était un acteur. Et j'avais adoré. Enfin voilà, moi je l'avais adoré personnellement, j'ai retrouvé la plume de l'auteur pour ces 3 romans.
certes, il y a des incohérences, peut-être un peu plus dans The Best Worst Man, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et comme tous les bouquins de la série Dream Spun Desire, c'est 4 étoiles et demie. La semaine dernière, un petit peu par hasard, j'ai reçu, enfin un petit peu par hasard, pas du tout. La semaine dernière, j'ai reçu un colis surprise d'Amazon sans mot de l'expéditeur. Je ne savais pas qui me l'avait envoyé et j'ai mis 2 jours à savoir que c'était ma filleule, enfin du moins sa maman, qui m'avait offert ce roman de ma wishlist. Il s'agit de Saving Rain, Saving Rain de Sloane Kennedy, donc qui est le tome 3 de la série Baretti. Alors, n'ayant pas lu le tome 1 qui est un MF et que je ne lirai pas, le tome 2 se passe en même temps, c'est sur Cade et Raph. Je n'étais pas complètement perdue parce que je savais qui étaient les personnages, d'autant plus que rien du tout. Que c'est un MMM et que j'avais super hâte de le lire. C'est l'histoire de Ren Baretti, Declan Hale et Jagger, dont on ne sait pas son nom de famille. Jagger Varos, pardon. Je connaissais déjà Declan parce que c'est le frère de Sylvie, la femme de Dom qui est décédée, et donc que j'avais vu Dom et Logan dans Logan's Need. Je savais qui était Declan. Je savais qui était Ren parce que je connais l'histoire des frères Baretti, donc c'est le 3e des 4 frères Baretti qui est parti à la guerre et qui a été maintenu en captivité pendant 1 an. Au début de ce tome-là, Jagger a été embauché par Dom et Vin pour partir en mission pour récupérer Ren. Il est rentré il y a quelques mois, entre-temps il a failli tuer Mia, la copine de Vin, Mia qu'on avait rencontrée dans Logan's Need, qui était maintenue en captivité par le prédateur qui avait voulu tuer Logan et ses potes. Je sais plus qui c'était exactement, mais bon, bref, on connaissait Mia. Au début de ce tome, du coup, Ren a disparu. Il est en plein syndrome de stress post-traumatique. Et il a disparu complètement. Jagger, qui a ramené Ren de l'enfer, se sent attiré par Ren, mais Ren étant complètement hétéro, et surtout n'étant pas là, ça devient difficile. Il va faire la connaissance un peu par hasard de Declan qui travaille donc au commissariat et qui va le sortir de prison plus ou moins parce que Jagger n'a pas fait grand chose. Il était avec son ami Connor qui est harcelé par son ex et Jagger donc du coup a pété la gueule de l'ex de Connor. Connor qu'on va revoir après avec... Alors Connor finit avec je sais plus qui. Ah si, avec Zane. C'est ça. Qui n'est pas un Baretti mais bref. Avec Zane. Que j'ai super hâte de lire le tome sur Zane et sur Connor d'ailleurs. Bref, il s'avère que Jagger va se rendre compte que c'est Declan qui cache Ren dans un chalet qu'il possède dans la montagne et les 2 hommes vont retrouver Ren qui est complètement stressé et vont décider de l'aider à aller mieux avant de pouvoir le ramener à ses frères et surtout de l'aider à envisager de suivre une thérapie. Va s'en suivre une magnifique histoire d'amour entre ces 3-là et contrairement aux autres MMM de Sloane Kennedy, c'est pas vraiment un MMM dans le sens où ils sont très amoureux les uns des autres mais où il se passe vachement de choses à 2. Alors ça m'a surpris sans vraiment me gêner parce qu'on s'en fout, mais contrairement aux autres ils font vachement de trucs à 2. Alors c'est pas toujours les 2 mêmes d'ailleurs, à chaque fois qu'ils sont 2, à chaque fois qu'en fait ils se retrouvent au moins à 2, ils se retrouvent à baiser ensemble et que quand le 3e arrive, tant mieux, s'il est pas là c'est pas bien grave. C'est pas comme les autres où jusqu'à présent on avait toujours c'est à 3 ou rien, ici c'est à 3 tant mieux, à 2 pourquoi pas. Voilà, Ren est très très abîmée et c'est un personnage qui a vraiment un passé très dur. On va finir par savoir ce qui s'est passé pendant qu'il était en captivité et il y a beaucoup de rebondissements parce qu'ils essayent tous de se protéger les uns les autres, ils sont tous très proches. On a retrouvé la famille Baretti que j'aime beaucoup et toute cette communauté et on sent vraiment qu'ils sont tous très liés. J'ai un mini aperçu de mon Logan d'amour donc j'étais contente de le retrouver. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon roman. J'ai hâte de lire le tome 2 donc, qui est sur Cade et Raph et qui se passe en même temps et de lire le tome... du coup c'est le tome 4 des Baretti sur Zane et Connor, même si c'est pas un Baretti ni l'un ni l'autre. Enfin, je veux pas vous en dire plus parce que c'est du Sloane Kennedy, je vous en ai déjà parlé 15 fois, que j'adore cet auteur, que vous avez la chance d'avoir trouvé un foyer qui est sorti chez Juno, que vous allez avoir encore plus de chance d'avoir Absolution qui est mon chouchou d'entre tous, qui sort chez Juno pour le salon du livre avec exactement la même couverture magnifique que je vous ai déjà montré plein de fois
Je ne l'ai pas racheté en VF parce que je l'ai en VO et que voilà, je l'adore, mais lisez-le, voilà, il va sortir au mois d'avril. Jetez-vous dessus, c'est juste génial, c'est mon préféré, c'est mon trio préféré. Et même si Fanny Hop est pas loin derrière, mais Sloane Kennedy a juste une plume magnifique, elle écrit des trios magnifiques. Et même ses duos sont tout simplement superbes. Et donc pour Saving Grain, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite eu envie d'un roman dur et qui fait mal. Et donc je suis allée voir mon pote spécialiste du dur et qui fait mal, c'est-à-dire Aurore. Et elle n'avait pas exactement ce que j'avais envie sous le coude, donc elle m'a conseillé Descente de Gareth Lee, que j'ai tout de suite sollicité chez Juno, et donc voilà, qui est le tome 1 de Trouver sa route. Ou Trouver la route. Sur la route, pardon, rien à voir, Sur la route, donc qui est une série en 3 tomes je crois, sachant qu'à ce jour il n'y en a qu'un qui est écrit et le 1-5 qui est en bonus à la suite de Descente et que je n'ai pas encore lu. Descente, c'est l'histoire de Ash et Pete qui vont se rencontrer un petit peu par hasard. Ash est un gamin de la rue qui va se retrouver pris en charge par Ellie, qui est une jeune fille issue de la bourgeoisie, on va dire, de Chicago. Son père est chirurgien esthétique, sa mère ne doit pas travailler d'ailleurs. Ils sont pétés de thunes. Et Ellie va prendre Ash sous son aile, et quand elle va revenir à Chicago à la fin de ses études, elle va ramener Ash avec elle et lui trouver une colocation avec Pete qui est ambulancier et qui travaille au niveau des urgences, donc il y a des horaires assez décalés. Les deux jeunes hommes vont cohabiter et petit à petit apprendre à se connaître et bien entendu tomber amoureux l'un de l'autre. On sent sous Ash une énorme fragilité. On sent que c'est un personnage vraiment très abîmé par la vie. Et c'est ici que je reproche encore à Gareth Lee de ne pas aller assez en profondeur. Alors, c'est un premier tome, donc j'espère que dans les autres tomes on en saura un peu plus. On apprend au fil des pages ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Ash, mais je trouve qu'on survole. Je trouve qu'on survole et qu'il n'y a pas eu, en fait, j'avais besoin de quelque chose de très fort et de très dur, et c'était pas si dur que ça. Alors c'est pas très gai, hein, ça reste un personnage qui a beaucoup souffert, on a des personnages, on a Pete qui essaye de l'aider à tout prix. Moi j'avais envie d'un truc déchirant à la Mathias, à l'effet papillon, voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de très dur, c'est pas le cas. Ça reste dur mais c'est pas si déchirant que ça. Ce qui fait que je suis un peu mitigée sur cette lecture parce que je m'attendais à souffrir beaucoup plus, ce qui n'est pas forcément le cas, même si c'est un roman qui reste sombre. Du coup, j'ai toujours pas lu mon roman qui fait souffrir et je suis un peu frustrée avec ça, même si j'ai commencé une duologie Young Adult de chez MXM, dont je vous parlerai dans mon prochain update, que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas dur. Voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus sur la route, sur Descente, pardon. De toute façon, je vais rédiger une chronique vu que c'est un service presse, mais c'est pas aussi dur que ce à quoi je m'attendais, pardon. Voilà, cet update est maintenant terminé, on est aujourd'hui lundi, donc vous l'aurez pile poil aujourd'hui, mais un petit peu plus tard que prévu, vu qu'il doit être pas loin de 10h au moment où je tourne cette vidéo, donc le temps que je la mette en ligne, tout ça sera un peu décalé. Vendredi, non, samedi matin, je pars au salon du livre, j'ai juste super hâte d'aller au salon, de retrouver mes copines, de rencontrer tous les auteurs qu'on doit voir. J'ai là les livres que je dois amener, il n'y en a pas tant que ça, j'ai super hâte. Je vous ferai, je sais pas ce que je vous ferai un résumé, j'essaierai de faire une petite vidéo toute rapide avec Aurore, juste pour vous faire un coucou et que je mettrai en ligne. Je sais pas encore comment je vais faire, si je vais vous faire un compte rendu sûrement en vidéo et en vous mettant des bouts de vidéo ou des bouts de photos ou des photos de ce qu'on aura fait. Si vous me voyez au salon du livre, n'hésitez surtout pas à me faire un coucou, ça me ferait super plaisir de mettre des visages sur des noms. Je serai avec Gwendoline, alors je n'y vais que le samedi normalement. Peut-être le dimanche, mais c'est vraiment pas sûr. Mais si vous êtes près des maisons d'édition MM, vous avez de fortes chances de m'y voir. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée, une très bonne semaine, un bon salon pour ceux qui y vont, et puis pour ceux qui n'y vont pas, passez un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!